Quoi qu'il en soit, avant d'en revenir à articuler cette visée, ce point de l'au-delà de l'appareil comme point central de cette gravitation, je veux encore ponctuer latéralement, à des fins érudites, à rassembler ce qui, dans la littérature moderne, a donné corps et substance à l'usage du terme catharsis, tel qu'il est pour nous reçu, c'est-à-dire avec son acception médicale. J'entends dans un champ et dans un domaine qui déborde de beaucoup le champ à proprement parler de nos confrères. Je veux dire que la notion médicale de la catharsis aristotélicienne est admise à peu près généralement, aussi bien dans le domaine des littérateurs, des critiques, de ceux qui articulent le problème au niveau de la théorie littéraire, si l'on cherche à déterminer l'étape du triomphe de cette conception de la catharsis, on arrive à un point originel, au-delà duquel, vous l'ai-je dit, je n'ai fait que vous l'indiquer tout à l'heure, la discussion au contraire est très large. Je veux dire qu'il est loin d'être acquis que le mot catharsis ait seulement une connotation médicale. Cette connotation médicale, son triomphe, sa suprématie, a une origine qui vaut la peine d'être notée ici. C'est pour cela que je fais ce petit arrêt érudit. L'origine en est Jacob Bernays, en 1857, dans un ouvrage paru dans une revue à Breslau. Je suis bien incapable de vous dire pourquoi à Breslau, n'ayant pas pu réunir assez de documents biographiques sur Jacob Bernays. Si j'en crois ce que j'ai demandé à quelqu'un hier de me rapporter, à savoir le livre de Jones, Jacob Bernays, qui fait partie, vous avez, je pense, reconnu au passage la famille où Freud a choisi sa femme, d'une famille de juifs grands bourgeois émérites, je veux dire ayant déjà, depuis de très grands siècles au moins, acquis leur titre de noblesse dans la culture allemande. Jones se réfère à Michael Bernays comme étant quelqu'un à qui sa famille fit longuement le reproche d'une apostasie politique, d'une conversion destinée pour lui à assurer sa carrière. Il était professeur à Munich. Quant à Jacob Bernays, si j'en crois celui qui a bien voulu faire cette recherche pour moi, il n'est pas mentionné autrement que comme quelqu'un ayant fait, lui aussi, une carrière émérite, comme latiniste et comme helléniste. Et c'est en effet fort vrai. Il n'en est rien dit non plus, sinon que lui ne paie pas du même prix son accession au cadre d'université. Voici une réimpression, en 1880, à Berlin, de 2 contributions à la théorie aristotélicienne du drame par Jacob Bernays. C'est excellent. Il est rare d'avoir autant de satisfaction à la lecture d'un ouvrage universitaire en général, et universitaire allemand en particulier. C'est d'une clarté cristalline, et ça n'est certainement pas pour rien qu'on puisse dire que ce soit à cette date que se situe l'adoption quasiment universelle de ce qu'on peut appeler la version médicale de la notion de catharsis. Il est regrettable que Jones, pourtant si érudit lui-même, n'ait pas cru autrement devoir mettre en valeur la personnalité ni l'œuvre, dont on ne semble pas faire du tout état, de Jacob Bernays, en une matière dont je crois que, tout de même, il est très difficile de ne pas penser que Freud, qui n'était certainement pas insensible à la renommée des Bernays, que Freud n'ait pas eu quelque audition, quelque vent, par conséquent faisant par là remonter aux meilleures sources l'usage originel qu'il a pu faire de ce mot, de catharsis. Ceci donc étant indiqué, nous voici à revenir à ce dont il va s'agir dans notre commentaire d'Antigone, à savoir de l'essence de la tragédie. La tragédie, nous dit-on, atteint son but, et nous avons peine à ne pas tenir compte d'une définition qui, après tout,
ne vient qu'un siècle, même pas, après cette époque qui, pour nous, est celle de la naissance de la tragédie, a pour but la catharsis, la purgation de ses pathémata, de ses passions, de la crainte et de la pitié. Comment pouvons-nous concevoir cette formule? Nous abordons ici le problème dans notre perspective, je veux dire dans celle où nous axe ce que nous avons déjà tenté de formuler, d'articuler, concernant la place propre dans une économie qui est celle de la chose freudienne, du désir. Est-ce que ceci va nous permettre de faire le pas de plus qui est bien nécessité en cette révélation historique? De cette formulation dont nous ne pouvons pas dire qu'elle nous soit pas fermée, nous le devons à la perte d'une partie de l'œuvre d'Aristote, ou à quelque chose qui, dans la nature même des possibilités de la pensée, est conditionné d'une façon telle que ceci nous soit présenté fermé. Ce pas en avant dans le domaine de l'éthique, qui s'articule dans ce que nous développons ici depuis 2 ans et plus, concernant le désir, est ce qui nous permet d'aborder l'élément nouveau à la compréhension du sens de la tragédie. Et par cette voie, il y a sûrement une voie plus directe, exemplaire, la fonction de la catharsis. Nous allons voir dans Antigone ce point de visée qui définit le désir, ce point de visée qui va vers une image centrale sans aucun doute, qui détient je ne sais quel mystère, jusqu'ici inarticulable, puisqu'il faisait siller les yeux au moment qu'on la regardait, et qui pourtant, cette image, est bien là au centre de la tragédie, puisque c'est l'image d'Antigone elle-même, dans tout son éclat fascinant, dont nous savons bien qu'au-delà des dialogues de la famille et de la patrie, qu'au-delà de tous les développements moralisants, c'est bien elle qui nous fascine, dans cet éclat insupportable, dans ce qu'elle a qui nous retient et qui à la fois nous interdit, au sens où cela nous intimide, dans ce quelque chose de déroutant, au dernier terme, qu'a l'image de cette victime si terriblement volontaire. C'est du côté de cet attrait que nous devons chercher le vrai sens, le vrai mystère, la vraie portée de la tragédie. C'est dans le côté des moi qu'il comporte, du côté des passions sans doute, mais d'une passion singulière où la crainte et la pitié sont bien vigileu che fovo. Par l'intermédiaire de la pitié et de la crainte, nous sommes purgés, purifiés de tout ce qui est de cet ordre-là que nous pouvons d'emblée, d'ores et déjà, reconnaître. C'est la série de l'imaginaire à proprement parler. Et si nous en sommes purgés par l'intermédiaire d'une image entre autres, c'est bien là où nous devons nous poser la question: quelle est alors la place occupée par cette image autour de laquelle toutes les autres semblent d'un coup s'évanouir, se déplier, se rabattre en quelque sorte? N'est-ce pas parce que cette image centrale d'Antigone, de sa beauté, ceci je ne l'invente pas, car je vous montrerai le passage du chant du chœur où elle est évoquée comme telle, et je vous montrerai que c'est le passage pivot, ne nous éclaire pas, par l'articulation de l'action tragique, sur ce qui fait son pouvoir dissipant par rapport à toutes les autres images, à savoir la place qu'elle occupe, sa place dans l'entre-deux de 2 champs symboliquement différenciés. C'est sans doute de tirer tout son éclat de cette place, cet éclat que tous ceux qui ont parlé dignement de la beauté n'ont jamais pu éliminer de leur définition. C'est cette place, vous le savez,
que nous cherchons à définir et que nous avons déjà, dans nos leçons précédentes, approché, tenté de saisir la première fois par la voie de cette seconde mort imaginée par les héros de Sade. La mort pour autant qu'elle est appelée comme le point où s'annihile le cycle même des transformations naturelles. Nous en retrouverons de ce point où se distinguent les métaphores fausses de l'étang, de ce qui est la position de l'être. Nous en retrouverons la place articulée comme telle, comme une limite. Nous en retrouverons, tout au long du texte d'Antigone, je veux dire dans la bouche de tous les personnages, d'abord du message de Tirésias, sans cesse la présence et la définition. Mais aussi bien, comment ne pas la voir dans l'action même, pour autant que le point central, le milieu de la pièce, est constitué par le moment de ce qui s'articule comme gémissement, comme commentaire, comme débat, comme appel autour d'Antigone en tant qu'elle est condamnée au supplice. Quel supplice? Celui d'être enfermée vivante en un tombeau. Le tiers central de la pièce est constitué par cette manifestation, cette apophonie, ce détail qui nous est donné de ce que signifie la position d'une vie qui va se confondre avec la mort certaine, une mort vécue, si l'on peut dire, d'une façon anticipée, une mort empiétant sur le domaine de la vie, d'une vie empiétant sur la mort. Le champ comme tel de ce sort est ce qu'on s'étonne que les dialecticiens, voire des esthètes aussi éminents qu'un Hegel ou qu'un Goethe, n'aient pas cru devoir, dans leur appréciation de l'effet de la pièce, retenir. Et pour vous suggérer que cette dimension n'est pas une particularité d'Antigone, je peux facilement vous proposer de regarder dès lors de ceci, de là, où vous pouvez en retrouver les correspondants. Vous n'aurez pas besoin de chercher bien loin pour vous apercevoir de la fonction singulière dans l'effet de la tragédie, de la zone ainsi définie. C'est ici, dans la traversée de cette zone, de ce milieu, que le rayon du désir se réfléchit et se réfracte à la fois, aboutissant, en somme, à nous donner l'idée de cet effet si singulier, et qui est l'effet le plus profond, que nous appelons l'effet du beau sur le désir. C'est à savoir ce quelque chose qui semble singulièrement le dédoubler là où il poursuit sa route. Car on ne peut dire que le désir soit complètement éteint par l'appréhension de la beauté. Il continue sa course. Mais il a là, plus qu'ailleurs, le sentiment du leurre, en quelque sorte, manifesté par la zone d'éclat et de splendeur où il se laisse entraîner. D'autre part, non réfracté mais réfléchi, repoussé, son émoi, il le sait bien, le plus réel. Mais là, il n'y a plus d'objet du tout. D'où les deux faces de cette sorte d'extinction ou de tempérament du désir par l'effet de la beauté, sur lequel insistent certains penseurs, saint Thomas que je vous citais la dernière fois, et de l'autre côté, cette disruption de tout objet sur laquelle l'analyse de Kant, dans la critique du jugement, insiste. Je vous parlais tout à l'heure d'émoi, et ici j'en profite pour vous arrêter, et proprement sur l'usage intempestif qui est fait de ce mot dans la traduction courante, en français, de Triebhergung, d'émoi pulsionnel. Pourquoi avoir choisi si mal ce mot? Pourquoi ne pas s'être souvenu qu'émoi n'a rien à voir, à faire avec l'émotion, ni l'émouvoir?